Ok, merci bien. Oza d'Ivoire, Afromba, Taiga Beach, Yoka. Olindini, Daliki Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody, Daliki Canal Télé, Daliki Canal Télé, Brody. Nalingi Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes encore ce soir, c'est vendredi, comme d'habitude, c'est votre rendez-vous de votre émission préférée, Plein Feu. Nous sommes là aujourd'hui, je ne suis pas seul, bientôt vous allez découvrir l'invité qui est avec moi sur le plateau, mais je voudrais commencer cette émission sur une note noire, parce que ici à Newcastle, la communauté congolaise à Newcastle est endeuillée. La famille de notre frère Kabamba a perdu sa fille que nous avons enterrée ce matin. Nous présentons, iCanal Télé profite pour présenter ses condoléances les plus émues à la famille Kabamba. Kabamba lui-même, Kabamba Serge et son épouse. Et aussi à Sunderland, juste à côté de nous, ici à Newcastle, il y a monsieur, nous avons aussi un deuil là-bas, notre frère qui a perdu aussi sa mère et qui est enterré aujourd'hui, qui a été enterré aujourd'hui à Kinshasa. Nous présentons encore nos condoléances à notre frère qui a perdu sa mère et qui habite Sunderland, une ville juste à côté de Newcastle. Donc, et là, nous sommes là devant ce plateau pour vous présenter cette émission Plein Feu. Comme d'habitude, Plein Feu, c'est cette émission d'actualité où nous discutons sur les faits d'actualité, où chacun est libre de s'exprimer. Et il peut utiliser son cœur comme la raison, donc complètement libre de donner sa pensée sur les sujets d'actualité. Alors, je ne suis pas seul, je vous présente là. Je suis avec un intellectuel qui habite Newcastle. Il vit avec moi à Newcastle. C'est monsieur Arthur Mambo, que peut-être je peux lui laisser lui-même de vous dire un petit mot de présentation. Monsieur Arthur Mambo, vous êtes le bienvenu sur cette émission Plein Feu de ce soir. Voilà, je vous ai déjà présenté, mais si vous pouvez dire un mot aux téléspectateurs de iCanal Télé. Ok, bonsoir tout le monde. Je me présente, je réponds au nom d'Arthur Mambo Kaguma. Bon, je suis d'origine congolaise de Kinshasa. Bon, je suis un enseignant, je suis professeur de mathématiques, je suis un mathématicien, je suis un scientifique. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Donc, j'ai fait partir d'une communauté qui est basée ici à Newcastle, c'est la communauté congolaise. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Arthur Mambo. Nous allons aller progressivement dans le cadre de cette émission. Le titre, nous l'avions annoncé ici. Le titre principal, Moïse Katumbi investi sur fond de trahison. Nous tous, nous connaissons cette information. Pendant la semaine, M. Moïse Katumbi a été investi par son parti politique Ensemble comme étant l'un des prochains candidats qui va affronter M. Tshisekedi aux élections de 2023. Est-ce que vous avez une réflexion ou un commentaire par rapport à la personne de Moïse Katumbi pour prétendre être candidat au poste du président de la République en République démocratique du Congo? Un commentaire de votre part ou une analyse sur la personne? Ok, moi je dirais ceci. Personnellement, bon, Moïse Katumbi, bon, il s'est dit congolais lui-même.
il y a des gens qui racontent beaucoup d'histoires sur lui. Bon, il y a eu soi-disant des vidéos qui ont circulé où il avait dit que bon, sa maman était zambienne et puis que son papa est italien. Et puis bon, il y a... C'est tellement, c'est-à-dire, on ne sait vraiment pas comprendre qui dit la vérité parce que bon, il est congolais. Il le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, voilà. Il dit qu'il est congolais. Et il y a des gens qui disent que bon, le monsieur n'est vraiment pas congolais à 100%. Voilà. Il y a aussi une question sur la constitution de la République qui dit que donc ne peut être président de la République si on est bon à 100% congolais ou alors bon je trouve ça difficile parce que bon si on n'a vraiment pas une connaissance là-dessus. Oui. Ça devient un tout petit peu difficile d'avoir une analyse alors vraiment carrée parce que bon, il y aura toujours des gens qui vont contredire ça. Donc, je pense que s'il a la nationalité congolaise, il est dans ses droits. Il s'est présenté comme candidat président de la République. Oui, mais le problème c'est que les communs des Congolais ne voient pas sur cet œil-là. On connaît la personne de Katumbi. Les Congolais estiment que la candidature de Katumbi ne devrait pas être posée officiellement, quoique la Constitution aujourd'hui l'autorise. La Constitution aujourd'hui dit tout Congolais peut se porter candidat. Vous et moi, comme Congolais, nous pouvons nous porter candidat, ce n'est pas un problème de né de père ou de mère. Aujourd'hui, avec la constitution actuelle, Katumbi peut se porter candidat président de la République. Mais les Congolais estiment que, avec tout ce qui nous est arrivé au Congo jusque-là, avec beaucoup de trahisons des soi-disant Congolais, des gens que nous, que le pays, la RDC a adopté, notamment ceux venant du Rwanda, comme les Banyamulenge, d'autres, par exemple, comme Katumbi, ayant des parents, tous les deux parents, comme on dit, mère zambienne, père italien, juif et tout ça, on dit qu'il n'y a pas trop de loyauté. Alors on estime que, et puis maintenant aussi, je voudrais encore appuyer avec cet argument, on dit, depuis que le M23 est tenté d'agresser le Congo, tout le monde a réagi, tous les Congolais ont réagi, mais Katumbi n'a jamais condamné l'agression du M23 contre la RDC. Alors c'est là où on dit que s'il était président, mais c'est que comment il se comporterait devant l'ennemi du Congo qui est le M23, c'est que lui, il est plus avec le Rwanda, avec le M23. Comment quelqu'un de comme ça peut même se porter candidat aux élections présidentielles au Congo? Bon, moi je pense là-dessus, quand les combattants en Europe ici parlaient de l'agression, l'administration de Kinshasa ne disait un mot. Pour eux, c'est-à-dire le Rwanda, c'était un allié. Certaines personnes sont quand même allées plus loin, tout en disant que le président Félix, il me dit un mot et que aussi son épouse serait d'origine rwandaise. Et il a aussi des affinités pour le Rwanda. Et il y a eu aussi des rumeurs sur l'origine de sa maman et qu'un de ses parents serait angolais. Donc sa mère, on a entendu des choses comme ça. Voilà, oui.
On a entendu des choses comme ça, ouais. Mais tout ça, ça reste encore au niveau des rumeurs. Ce n'est pas encore confirmé. En tout cas, on ne peut pas confirmer ça comme information. Non. Il y aura toujours des gens qui vont alors venir avec des arguments, qui vont chaque fois dire que, bon, en fait, le monsieur là ou la dame là n'est pas vraiment congolais à 100%. Cette même histoire avait réapparu avec le président Mobutu. Il y a eu des rumeurs que Mobutu était centrafricain. Aussi, oui. Oui. On dit que Mobutu était centrafricain. Ouais. Tu vois? Ouais. Et bon, c'est pour dire que Katumbi n'est pas congolais à 100%, ou il est congolais à 60%, ou il est congolais à 50%. Donc, il faut aussi résoudre, donc vous voulez dire qu'il faut aussi résoudre par exemple le problème de l'épouse de Félix Tshisekedi, qu'on dit qu'elle aurait la nationalité rwandaise par exemple. Que Félix, avant nié de l'agression rwandaise, il n'a jamais cité le Rwanda, et quand tout le monde ici en Europe disait que nous sommes agressés, il y a une infiltration sérieuse de la part des Rwandais et des Ougandais, tout le monde à Kinshasa niait cela. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans une situation là où... donc, vous voulez vraiment affirmer que Kinshasa n'a jamais reconnu que notre pays a été agressé, ou bien M. Tshisekedi était plutôt dans une stratégie de diplomatie avec M. Kagame pour petit à petit, aujourd'hui, on a vu que bon, cette diplomatie a fini par payer en faveur de M. Tshisekedi, je crois. Certaines personnes diraient oui, les autres diraient non. Comment ça? Expliquez-vous un peu, ouais. Alors, moi je dirais ceci. Oui. Si nous regardons le nombre de morts au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts pratiquement. 8 millions de morts. L'histoire de l'agression rwandaise, ougandaise et burundaise allait déjà, c'est-à-dire faire surface, c'est-à-dire il y a peut-être 10 ans maintenant, ou alors 5 ans, ou alors 6 ans, parce que bon, ça a alors traîné. Alors traîné, nous avons nos frères et sœurs, nos mamans, à l'est de la République qui sont en train de payer les prix. Mais alors, qui est en train d'organiser tous ces massacres-là? Donc vous voulez dire que c'est... Ouais, parce que vous avez dit que quand la diaspora, disons les combattants, la diaspora dénonçait que notre pays est agressé, le gouvernement faisait semblant de vivre en harmonie avec nos agresseurs, c'est-à-dire avec le Rwanda. Donc, vous voulez donc dire... Oui, allez-y. Comme tu l'as dit là, ça pourrait être une question de... comment dirais-je là, de négocier avec le Rwanda une diplomatie et tout et tout. Au moment où il y a eu des réunions, au moment où il y a eu des négociations, les Congolais mouraient. Les Congolais mouraient. Oh yeah, je comprends ça, oui, c'est vrai. C'est-à-dire pendant que M. Tshisekedi prenait le temps de continuer à négocier ou à faire la diplomatie avec Kagame, pendant ce temps, les Congolais mouraient. Les Congolais mouraient, même si, vous voulez dire que même si aujourd'hui, apparemment, la fin, comme on dit, la fin justifie le moyen, Félix Tshisekedi a fini par faire isoler Kagame, parce qu'aujourd'hui, Kagame est isolé, toute la communauté internationale l'a condamné, même les M23 est en train de quitter le territoire congolais, donc on dirait que le président Tshisekedi avait raison, mais sauf que sa stratégie a fait que non, nous avons eu beaucoup de victimes, donc, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire,
La stratégie de la République caïmana, là, bon, je souhaiterais que ce Rwandais sorte, quitte notre pays. Nous avons besoin d'une souveraineté totale et non une souveraineté partielle. Parce que, donc vous estimez que notre pays est encore occupé par les Rwandais? Oh, bien sûr. Le Rwandais... Est-ce que vous avez des faits? Est-ce que vous avez quelques éléments? Bon, Boudangana, déjà, c'est le Rwanda. Bon, aux dernières nouvelles, je voudrais vous informer, aux dernières nouvelles, que Bunagana, non seulement Bunagana, Kibumba, les forces de East African Community, qui devraient se poser là, après le départ de M23, viennent maintenant de prendre Kibumba. Ça signifie que Bunagana est déjà, se sont déjà retirés. La ville de Kibumba aujourd'hui est entre les mains des forces de East African Community. Ça signifie donc que M23, ça commence à devenir une affaire du passé maintenant. C'est ça notre souhait, mais pourquoi avoir une zone tampon? Vous estimez que c'est une zone tampon maintenant? Pourquoi avoir une zone tampon? Pourquoi avoir sur le sol congolais des militaires comment dirais-je là, des East African Community? East African Community. Tu vois, c'est-à-dire, je suis un moyen alors pour comprendre cette histoire. Ça fait alors très mal. J'ai des maux de tête souvent quand je suis en train de réfléchir à propos. Mais vous ne trouvez pas que c'est peut-être nous les Congolais, peut-être de la diaspora, qui n'analysons pas bien les faits politiques sur le terrain, que par exemple, M. Tshisekedi ne pouvait que négocier avec Kagame parce que c'était impossible pour lui de lui imposer sa loi dès le premier jour, parce que M. Tshisekedi n'avait pas encore l'armée, il n'était pas encore assis au pouvoir. Maintenant qu'il est assis, maintenant il démontre que non, il a rompu toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda. Aujourd'hui, le Congo s'affirme devant le Rwanda et le Rwanda est isolé. Nous ne sommes plus en relation. Même lui, M. Tshisekedi aujourd'hui, ne parle plus avec Kagame. Ils sont devenus des ennemis jurés. Et on venait de faire remarquer que Kagame a infiltré des gens au Congo qui ont été montrés à la télévision pour faire quoi? Pour faire un coup d'État à M. Tshisekedi. Donc ça signifie que nous, de la diaspora, nous devons arrêter de continuer à accuser Tshisekedi d'être un complice de Kagame. Tshisekedi nous a confondus, en fait, nous, de la diaspora, qu'il n'a jamais été complice de Kagame. Personnellement, oui, je ne l'ai jamais accusé d'être complice à Kagame. Ok. Il a trouvé une situation qui a été déjà mise en place par l'arrivée de l'AFDEL. Oui. Et il y a eu des négociations qui se sont faites avec AFDEL. Parce que AFDEL, c'est pratiquement comme le M23. Moi, je dirais ça. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je l'ai dit? Ça, c'était une mission organisée par le Rwanda, l'Ouganda et le Rwanda, Ouganda, Burundi et Tanzanie. Oui. Et ils n'ont fait qu'utiliser Laurent Désiré Kabila pour croire aux gens que c'était une rébellion à l'époque zaïroise. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Oui. L'histoire nous dit que Laurent Désiré Kabila était rebelle, un ancien lumumbiste, mais il a été dans le maquis avec Che Guevara. Et donc, c'était déjà un vieux routier dans cette matière de rébellion. On va tout simplement utiliser. Et alors, quoi dire? Un complot,
internationale. Mhm. Parce que avec le temps-dit de notre pays, avec tout ce que nous avons, Mhm. la situation pourrait peut-être changer de camp. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la situation à l'Est. Mhm. Qui sait si demain ou après-demain, Mhm. il y aura la même situation au Sud. Ah oui, Alors, ah oui, ah oui, ah oui. tu, Mhm. tu vois, Mhm. je ne sais même pas comment est-ce que... Mais là, je voudrais effectivement vous dire que vous avez raison. C'est pourquoi, est-ce que vous avez suivi pendant cette semaine que pour la première fois, depuis, en tout cas, depuis même la colonisation, sous l'égide du président Tshisekedi, ils viennent de doter le pays d'une vraie politique de la défense. On est en train de mettre, on a publié le document d'une politique de la défense. Comme vous avez montré la peur que aujourd'hui c'est l'Est, demain ça sera le Sud, parce que nous savons que l'Angola exploite notre pétrole au niveau du Sud. Donc, le jour où nous on tentera d'agresser l'Angola, ça sera une guerre ouverte. Demain, ça sera le Soudan au nord. Ça sera le Soudan au nord et avec l'Ouganda. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous Voilà. avons des problèmes avec l'Angola au niveau de Cabinda. Voilà. Nous avons des problèmes avec le Congo-Brazzaville Mhm. concernant l'île Mbamou. Mhm. Tu vois, Oui. nous avons des problèmes avec la Zambie. Nous avons des problèmes avec le Burundi. Mhm. Il y a pratiquement tout un territoire de la République qui est occupé par des Burundais, des soi-disant réfugiés burundais. Mhm. C'est-à-dire, Oui. il y a comme ça des zones qui sont occupées par des étrangers chez nous. Mhm. Tu vois. Et alors, s'il faut alors se poser des questions, on a tous vu les gens qui sont arrivés au niveau de Bandundu avec des vaches. Mhm. Où sont ces gens? Oui, notre service de renseignement certainement est en train de faire son travail ou s'il n'a pas encore fait, je crois que c'est le travail du service de renseignement, savoir ces gens viennent d'où, ils sont originaires ou ils viennent de quelque part. Alors s'ils viennent de quelque part, connaître c'est où et précisément. Alors pourquoi quand ces gens sont arrivés, ils devraient être stoppés? Mais le compte, on ne les a pas stoppés. Ces gens se sont, c'est-à-dire... se sont éparpillés dans la République, oui. Ils se sont éparpillés dans la République, oui, voilà. Dans la République, et ça ne va pas, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on se retrouve avec des Tutsi-Mbunza. Oh ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça fait rire, mais vous dites quelque chose de vrai là. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on se retrouve avec des Tutsi Mouyaka. Voilà. Ah ouais. C'est leur politique de peuplement. Ils s'insèrent dans votre communauté pour devenir comme vous. Ils ont amené des vaches. Ouais. Nous tous, nous savons c'est-à-dire une vache dans notre culture, c'est quoi? C'est une richesse. Une richesse, surtout pour si le monsieur donnait juste une ou deux vaches à un chef coutumier pour prendre la main de sa fille, la fille perdra. Et ils vont alors commencer à faire des enfants. Oui. Qui seront Tutsi Mouyaka, qui seront Tutsi Mouyanzi, qui seront Tutsi Congo, qui seront Tutsi machin. Alors, nous allons nous retrouver avec des Tutsi partout. C'est l'implantation de... C'est-à-dire, c'est pas une race. Oui. Un peuple. Le peuple Tutsi va alors envahir le Congo.
tout simplement Oui. avoir des enfants congolais Tutsi. Oui. Et ils vont dire que maintenant, au fait, il y a une tribu Tutsi maintenant au Congo. Nous, on n'a jamais eu une tribu Tutsi. Oui, une ethnie, en tout cas Tutsi au Congo, non. L'histoire le démontre. Il n'y a pas une trace de tribu Tutsi ou ethnie Tutsi au Congo, en tout cas. Non. Hmm. C'est ça le risque. C'est-à-dire l'erreur, la plus grosse erreur que notre service de sécurité avait fait, c'est de laisser ces gens-là se déambuler partout. Mais c'était sous quel régime? C'était quand ces gens sont venus, c'était sous le régime de Tshisekedi ou le régime de Kanambe? Tshisekedi. Tshisekedi, vous dites? Oui, oui. C'est pas longtemps. Ok, d'accord avec vous, ouais, ouais, ok. Alors là, ça ne devait pas être permis. Ça ne devait pas être permis. Parce qu'on comprendrait, si c'était Kabila, on comprendrait qu'il est dans le plan de détruire, il était dans le plan de détruire le Congo. Mais effectivement, sous Tshisekedi, on a tout le droit de condamner cela. Parce que comment on peut laisser des étrangers venir s'implanter chez vous comme ça? Est-ce qu'ils sont même enregistrés dans notre immigration, les a enregistrés? Ou comment? Alors, la question est celle-ci. Oui. Comment se fait-il que ces gens-là Oui. ont quitté, je ne sais même pas, le Rwanda, Oui. et ils se sont retrouvés au centre du Congo? Voilà. Par quel miracle? Ils ont marché où ils étaient transportés. Donc, quelle est cette voie que ces groupes de gens pris pour se retrouver au centre de la République démocratique du Congo? Ça, c'est une question. c'est une défaillance du service de renseignement. Défaillance. Ouais. Il y a même quelqu'un qui aurait dit que, c'est-à-dire, nous sommes retrouvés dans une situation où l'armée n'existait pratiquement pas. L'armée n'existait pratiquement plus au Congo. Vous dites sous Kabila ou sous Tshisekedi? Parce que sous Tshisekedi, on a quand même vu quelques avancées. Donc, ça y est, Ouais. Kabila l'avait fait sciemment. Voilà. On connaît le plan de Kabila, oui. Kabila l'avait fait sciemment. Et cette erreur a commencé par le maréchal lui-même. Ah, le maréchal, lui. Avec Bisengimana comme directeur de cabinet et autres. À l'époque, il a été conseillé de ravir les armes auprès des autres forces. Seulement, s'est concentré sur la DSP. DSP. La DSP avait tout. Toutes sortes d'armements. Les autres forces n'avaient plus rien. Oui. Tu vois? Oui. Et tout c'était une stratégie pour, c'est-à-dire, protéger son pouvoir. Son pouvoir. C'était ça la stratégie. Et éviter que les autres forces puissent un jour vous faire un coup d'État, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Quand Afdel est arrivé, n'oublions pas qu'il y a eu parmi les conseillers, parmi les gens qui ont travaillé avec l'Afdel, ils étaient des ex-phases. C'est-à-dire bien rodés en matière de sécurité militaire et tout là. Ils ont conseillé l'Afdel. Et cette histoire a continué avec Joseph. Quand Tshisekedi est arrivé, il trouvera une armée pratiquement, c'est-à-dire en débandade, je dirais. Ouais. Disons l'absence de l'armée d'ailleurs. Il n'y avait pas d'armée. En fait, ou si on avait une armée, c'était une armée pleine d'infiltrés. Plein d'infiltrés, autant de Rwandais et tout ça dans l'armée. Comment alors expliquer un civil, quelqu'un qui n'a jamais fait le centre d'instruction connu,
s'est retrouvé comme colonel général. Oui, c'était ça la bêtise de Kabila. C'était la complicité avec Kagame, dit de mettez-les. Comme ça, on crée le désordre au Congo, l'insécurité, nous avons nos infiltrés, et puis ça va faciliter l'action du Rwanda de s'imposer au Congo. On sait cela. Un gars comme Bizimakara. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, qui se dit réel, il se dit aujourd'hui qu'il est congolais, et plutôt qu'il est rwandais, alors qu'avant il disait qu'il était congolais, Munyamulenge et autres et tout. On connaît cette infiltration-là. L'infiltration a été vraiment à un haut niveau au Congo. Ça, c'est connu. Ouais. Bon, c'est... C'est-à-dire, il y a comme ça un mélange là, de gens qui... de nationalité un tout petit peu douteuse. Ouais. Des gens, bon, c'est-à-dire, on s'est dit, est-ce que le monsieur là est vraiment congolais? Voilà. Donc, c'est ça que nous disons que, pour revenir à ma première question, il dit, vous-même, vous êtes en train de décrire comment notre pays est truffé de gens qui sont des traîtres, en fait, truffé des traîtres dans notre pays et même dans nos institutions. C'est pourquoi je vous posais la question. Voici un autre... quelqu'un qui a réussi à avoir sur le papier la nationalité congolaise, c'est-à-dire M. Katumbi, mais qui est autant douteux que tous les autres, que le Bizimakara et autres, mais il porte sa candidature pour devenir président. Et vous estimez que les Congolais doivent laisser cet homme pour diriger ce pays-là? Si déjà les combattants ont combattu Tshisekedi, qui est quand même fils de quelqu'un qu'on connaît, de Tshisekedi Etienne. Donc vous acceptez qu'un Katumbi devienne président au Congo? Je pense que je dirais oui et non. Parce que allez-y. Ah oui, allez-y. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Personne ne sait s'il est vraiment congolais ou le monsieur n'est pas congolais. Sur papier, oui. C'est-à-dire que, hein, tu vois, il a acquis la nationalité congolaise, mais lui-même affirme que son père est juif italien, mais plutôt il dit que sa mère serait chabienne. Sa mère serait chabienne. On peut même lui concéder cela. Mais son père est italien et tout, mais on connaît ses acquaintances avec le Rwanda. Il n'a pas condamné le M23. Katumbi n'a pas condamné le M23. C'est-à-dire que tous les morts là, tous ceux qui meurent à l'Est, Katumbi, il s'en fout. Et quelqu'un de comme ça, vous acceptez qu'il devienne président au Congo? Sur cet aspect-là, voilà. Je dirais non. Il ne peut pas, moi je crois. Sur cet aspect-là, je dirais non. Il y a... il doit alors assumer qu'il est congolais, et si le Congo est agressé, il doit quand même dire un mot. Il doit dire un mot. Katumbi n'a jamais dit un mot de condamnation contre le M23. Imaginez-vous. Si son épouse est de nationalité rwandaise, voilà. Je ne sais même pas si elle est congolaise maintenant. Si elle a un passeport rwandais, ça fait déjà quelque chose un peu de louche là, parce que... C'est pourquoi moi je vous demandais que vous puissiez trancher cette affaire en tant que Congolais, en tant qu'observateur averti, de dire que non, Katumbi, est-ce que Katumbi mérite même de porter sa candidature à ce poste important de notre pays? Je dirais non. Il y a plusieurs moyens pour quelqu'un de servir son pays. Voilà. Il a été gouverneur. Voilà. S'il voudrait être député, là, ça va. Voilà, par exemple. S'il voudrait être, comment dirais-je là, administrateur ou encore là, ça va. Oui, ou faire le commerce comme il est commerçant. Il peut être président de la République, un candidat président de la République, tout doit être clair. Voilà, tout doit être clair. Doit être clair. Alors qu'avec Katumbi, rien n'est clair, justement. Alors, rien n'est clair.
C'est pourquoi M. Dr Tchani, vous avez entendu parler de lui, certainement. Le Dr Tchani a fait une grande proposition. Il a dit tous ces gens qui sont dans la situation de Katumbi, qui ne sont ni de père ni de mère congolais, il dit lèvons l'option comme nation. Décidons que ces gens, des gens aussi douteux, peuvent être congolais sur papier, mais ils ne peuvent pas assumer des fonctions régaliennes. C'est-à-dire voilà, par exemple, être président de la République. Est-ce que vous partagez l'analyse du docteur Tchani? L'analyse, oui, mais sa façon de faire les choses, non. Mais il est seulement clair. Il dit, nous devons protéger le poste du président de la République. Je sens en lui oui. quelque chose un peu là, c'est-à-dire, c'est comme de la haine, c'est comme, non, quelque chose de personnel. Parce que, c'est-à-dire, il doit, c'est... Il dit des choses qui sont vraies. Il dit des choses qui sont justes. Mais alors... Et la présentation de ses idées. Tout est correct. Tout semble correct, donc. La présentation de ses idées, quand il va alors un peu très loin là pour dire des choses, de fois, ça rapproche de la haine. C'est pratiquement, c'est comme si, c'est-à-dire, il n'aime pas Katumbi. Bon, vous dites sa façon d'aborder la question. Ouais. Ah, ça frise la haine, donc. Bon, est-ce que lui et Katumbi, ils se disputent quelque chose pour qu'on parle de haine? Là, je ne sais pas. Voilà. Donc, voyons plutôt l'idéal que défend le docteur Tchani. Le docteur Tchani est clair. Il dit, prenons une option, comme les Américains ont dit. Si tu n'es pas né, tu peux être américain, de père et de mère. Mais si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne peux pas être président aux États-Unis. Il dit, ils ont levé cette option. Que nous, Congolais comme nation, que si nous pouvons lever seulement l'option, indépendamment de Katumbi, de Bizimakara, de Rouberois, nous disons seulement que nous, Congo comme pays, nous disons que désormais, celui qui doit devenir président au Congo doit être né de père et de mère. Alors, qui va alors Congolais décider de ça? C'est nous. Le député ou comment? Ou alors non, sur base d'un référendum? C'est un référendum qui doit être organisé. C'est pourquoi vous êtes là sur le plateau, pour que vous puissiez participer à cette campagne de mobilisation du peuple congolais, qu'il puisse comprendre que notre pays, qui a subi beaucoup de trahisons et qui est truffé de traîtres dans nos institutions, nous ne pouvons plus permettre que quelqu'un qui n'est pas du sang congolais pur puisse devenir président. C'est pourquoi je vous ai posé cette question, pour que vous puissiez aussi ajouter votre dose d'affirmation dans cette théorie, quoi. Oui, donc, comme je disais là, sur ce que j'ai pu alors lire et puis analyser, je pense qu'il serait mieux que Katumbi ne soit pas candidat président de la République. Tout simplement, voilà. Ouais. Voilà. Donc là, nous avons donc réglé ce problème, parce que, et que dites-vous alors des gens qui pensent que, oh non, c'est plutôt, nous voulons créer une guerre civile, quand nous commençons à exclure des gens, alors que, comme j'ai dit, c'est une option. C'est une option que nous, comme pays, comme État, nous décidons, dire que non, indépendamment de quelqu'un. C'est pour dire que non, on ne voit pas Katumbi, on ne voit pas, on ne voit pas Bizimakara, on ne voit pas ceux qui ont des nationalités douteuses. On voit seulement le Congo et puis on décide. On dit désormais, bon, parce que certains nous disent que Mende, par exemple, Mende, pour ne pas le citer, il est congolais de père et de mère, mais il a été collabo, un véritable collabo défendant Kagame et plutôt Kabila et tout. On dit, mais voici un Congolais. Lui aussi peut trahir. Il était rebelle, il a... De MLC, plutôt de RCD, oui. Ouais.
il était rebelle. Et alors, ces gens-là, ceux qui ont servi dans la rébellion, qui ont le sang sur leurs mains, je pense que ceux-là ne doivent même pas être députés ou quoi encore là. Voilà. Parce que les gens comme Mende, il y a encore l'autre là, c'est qui encore là? Le monsieur qui fuit vraiment, non, au Sénat. Au Sénat, Tambo Mwamba. Tambo Mwamba. Oui. Tu vois, ces gens-là... Ce sont des grands traîtres de la République. Ils n'ont pas plus alors accéder au poste là, au poste de commandement sur la chose publique au niveau de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il est toujours au Sénat comme membre du Sénat. Et puis il est administrateur dans une entreprise. Tshisekedi l'a nommé comme administrateur dans une entreprise. Et puis il est partenaire de Tshisekedi. Donc c'est le moment aussi de condamner Tshisekedi ici. Il dit comment lui peut partir. Lui il vient, il dit bon, il est en train de chercher à défendre la nation. Mais il travaille avec des gens qui ont torpillé la nation. Quelqu'un, un ancien membre de RCD et qui a travaillé avec Kabila pendant 20 ans. Et lui, il travaille avec un Mende qui est comme son proche collaborateur maintenant. Au Sankuru, c'est Mende qui représente Tshisekedi au Sankuru. Alors comment se dire, la nuit passée, oui, quand on partait dormir, on était kabiliste. Veille comme ça, on devient tshisekédiste. Bon. Par quel miracle? Bon, pas des alliances politiques, on dit. Il dit la politique, bon. Alors c'est cette politique sale. Moi j'appelle ça une politique sale. Ces alliances politiques, ouais, c'est pour leur servir ou servir le peuple? Il n'y a rien du peuple là-dedans, effectivement. Il n'y a rien du peuple parce que les dégâts commis par Mende ou Malanga dans ce pays-là, et vraiment, normalement, ce type-là, c'était un homme à bannir et même à le repousser, à aller vivre dans son village natal. Il ne devrait même plus recevoir un sou de l'État congolais. Il devrait être banni et renvoyé dans son village natal. Mais M. Tshisekedi fait de lui aujourd'hui l'un de ses plus proches collaborateurs. Il a une arrogance pathologique, je dirais. C'est toute une maladie en lui. Il a une arrogance pathologique. Je l'ai vu l'autre fois là, sur l'une des médias. En fait, qu'est-ce qu'il croit? Pour lui, c'est un ayant droit. Il continue à se sentir à l'aise après tous les dégâts commis dans notre pays, quoi. C'est un ayant droit. C'est parmi les reproches que personnellement je ferais sur la façon de gérer des Tshisekedi. Il y a trop de laisser aller. Ah, ok. Allez-y un peu, élaborer un peu, expliquer un peu. Maintenant, entrons dans la gestion un peu de Tshisekedi. Vous voulez donc dire que Tshisekedi, même s'il nous montre de bons signaux, mais il y a du laisser aller dans sa façon, dans son leadership, donc. Comment leur expliquer des gars comme Willy Bakonga? Oui. Moi, tout ce qui est éducation, oui, ça me touche. Ah oui, parce que vous-même, vous êtes éducateur et tout. Ah. Quelqu'un qui prend l'argent de l'État. Oui. Destiné à faire étudier les enfants pauvres. Les enfants pauvres. Le futur de la nation congolaise. Tout à fait. On les laisse libres se déambuler. Il a voulu fuir, il a été appréhendé, ramené à Kinshasa, et tout d'un coup comme ça, bon, le monsieur est libre. Il est rentré au Parlement et s'assoit là. Ça dit, ça c'est une insulte. Insulte. D'accord avec vous. D'accord avec vous. Ouais. Des gens comme ça ne devraient plus continuer à percevoir l'argent de l'État comme député. Alors que cet homme serait en prison. C'est ça le problème que moi j'ai.
Donc c'est ça le leadership de Tshisekedi selon vous? Un leadership faible, nonchalant? Je pense que c'est-à-dire, ou alors, on doit se poser cette question. Est-ce qu'il y a eu des négociations où il y a eu des compromis avec certains groupes politiques? Ces genres de personnes soient toujours là. Parce que je pense que Willy Bakonga n'est pas de l'UDPS. Non, il ne l'est pas. Mais Etienne Longondo, oui, qui a aussi volé l'agent de la santé et qui circule, qui est un homme libre aujourd'hui. Libre. Et vous n'avez pas évoqué le partenaire du président Tshisekedi, Kamere Vital. Kamere Vital. Après avoir volé plus d'une cinquantaine de millions de Congolais. Mais il est libre. Libre carrément. C'est ça le leadership de Tshisekedi. Il circule librement. Je pense que Tshisekedi doit alors changer sa façon de diriger le pays. Voilà. Il a cette bonne foi-là. Ah, quand même. Vous le reconnaissez, la bonne foi, hein? Ouais. Voilà. Voilà. Très bien. L'opposition radicale, c'est-à-dire, il sait ce que les choses doivent être. Ou alors, on lui a dit, ben, au fait, quand on est dans l'opposition, c'est différent que quand on est dans la direction de la chose publique. Voilà. Il faut avoir des intérêts, non de la nation, mais intérêts aussi de ces groupes-là pour éviter qu'il chaos. Mais au fait, qui sont en train de souffrir, c'est le peuple congolais. Bien sûr. Je pense que Tshisekedi ne va se faire. C'est-à-dire, pour lui, c'est fait de l'argent, mais est-ce qu'il va alors se dire qu'au fait, moi je vis bien, le peuple congolais souffre là-bas, c'est pas mon problème. Non. Il a bonne foi de voir le peuple congolais bénéficier de la richesse de la République. Vous lui reconnaissez cette bonne foi-là? Que Tshisekedi a cette bonne foi donc? Il en a. Ah, il en a, hein? Ah, il en a. Ok. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui lui manque? C'est peut-être le leadership fort, comme un peu un leadership fort pour s'imposer, par exemple, imposer l'état des droits. Hein? Parce que quand on a parlé de Bakonga, de Kamere et de Teni Longondo, c'est qu'il est incapable de mettre des gens, des dignitaires, par exemple, en prison. Oui, bien sûr, mais au fait, pourquoi il ne peut pas faire ça? Simplement la façon dont la politique congolaise a été mise sur pied. Ces gens-là se sont créés des garde-fous. Tout à fait. Si on n'est pas membre d'un parti politique, on ne serait jamais ministre. Si on n'est pas membre d'un parti politique, on ne serait jamais administrateur d'une entreprise. Donc c'est des opportunistes qui mettent à genoux le pays. Oui, c'est ça. Ok. Les gens qui se sont dit, bon, au fait, c'est nous maintenant là. Nous avons des structures sur place. Ouais. Si quelqu'un est hors de ces structures, cette personne il ne sera jamais ministre et il ne va jamais gérer ce pays. Il ne sera jamais PCA ou quoi encore là. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire, à une certaine époque, même cette même politique dans l'armée. On a connu des officiers supérieurs qui étaient aussi membres de partis politiques. D'une façon officieuse. Il y a des gens, pour eux, c'est-à-dire, ces gens ne répondaient qu'aux ordres de la hiérarchie
de leur parti politique et surtout avec le mixage, brassage. Tous ces groupes-là sont devenus des partis politiques. Voilà. Voilà. Ils sont avec leurs petites armées, leurs généraux, Oui. avec les colonels. Oui. Oui. Et si vous avez quelque chose de pareil, ça devient difficile pour alors diriger. Il a de bonnes idées, mais le mettre en pratique, ça devient difficile. Ça devient difficile parce qu'il est pris dans un engrenage où le système politique congolais, tel qu'il est mis en place, il est prisonnier lui-même de ce système-là. Bien sûr. Donc, si on veut que quelque chose change, il faut une réforme en profondeur, changer les choses en profondeur. Parce Moi, je vais même plus loin. Ouais. Moi, je vais plus loin. Ouais. Il faut limiter le nombre de partis politiques. On va dire qu'il est dictateur. On va dire, c'est dictature comme Mobutu avait fait. Je limite le nombre de partis politiques à 3. C'était MPR, UDPS, UFERI. C'était 3 à l'époque. On a dit dictature. Non, les gens n'ont pas compris. Ah, ok. Avoir une multitude de partis politiques a détruit le Congo. C'est un chaos. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, avec cette bonne foi-là, d'avoir 3 ou 4 partis politiques. Parce que je me rappelle d'un meeting au stade du 20 mai, Mobutu avait dit, nalingi nayoka te ko ba parti politique eza kaka mobali mwasi na ye na bana na ye ba créer parti politique. Et il y en a comme ça beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Des partis alimentaires, des choses comme ça. Ces gens-là, ils vont toujours chercher des affinités, des affiliations, et ils vont alors percevoir de l'argent, non pas pour aider le pays, mais pour s'enrichir. Ils font des coalitions, et c'est pourquoi ils se retrouvent être des ministres sans les mériter. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ne méritent pas, qui ne devraient jamais même être proches de devenir ministre, tout simplement parce que il a été élu dans sa circonscription et que son parti a peut-être 3 ou 4 députés, et lui, il est dans une coalition, et il s'impose comme étant, bon, c'est moi qui dois être ministre dans le compte de notre coalition. Mais il n'a aucune qualité de siéger à l'exécutif. Jusqu'à désobéir les ordres du président de la République. Voilà. Nous avons connu des cas où un ministre à qui un ordre a été émis, le ministre dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que lui, il se sentait protégé par son parti politique. Voilà. À son parti politique, à son autorité morale. Autorité morale. Oh Dieu, mais le ministre Tunda de la justice. Donc c'est une grande réflexion que vous soulevez là. Le système politique congolais doit être revu de fond en comble. Même le multipartisme doit être revu. Il faut limiter dans le contexte congolais. Donc il faut limiter le nombre de partis au Congo. Nous vivons en Grande-Bretagne ici. Il faut voir tout simplement comment est-ce que le pays est géré. On a à peine 3 partis. Il y a combien de partis là? 3. Il y a les démocrates, les Labour et les conservateurs. Bon, peut-être un peu les Greens. MP, les Greens. À la limite, il faut. Mais en réalité, il y a 3. Si quelqu'un ne veut pas être soit membre des conservateurs ou des travailleurs, il peut être candidat indépendant. Indépendant, par exemple. Pourquoi ne pas limiter le nombre de partis politiques? Parce qu'il y a certains partis politiques à connotation pratiquement tribale. Tribal. Oh, plein. Ouais. Diriger un pays,
il faut avoir une vision. Il faut une vision. Mais quand vous venez avec une vision clanique, tribale, vous ne pouvez pas avoir une vision globale pour le pays. Parce que vous avez une vision clanique et tribale. Quand il y a des gens Ouais. qui se font des structures pour, c'est-à-dire, se retrouver financièrement, Ouais. ça devient très mauvais. Oui, c'est ça le problème du Congo. Congolaise, Oui. alors, c'est-à-dire, ça me déçoit pratiquement chaque jour. Effectivement, effectivement. Personne, les gens croient que quand on observe n'importe qui devenant ministre au Congo, n'importe qui siégeant au Parlement, et puis ce sont des gens qui sont vachement payés, pendant que les Congolais meurent de pauvreté, et ils ont des salaires de pacha et autres, alors qu'ils ne méritent même pas être là-bas. Non. D'où il faut une réforme. Donc c'est que vous appelez à une grande réforme donc, de nos institutions. Il faut qu'il y ait alors une grande réforme des institutions de la politique congolaise pour voir un jour ce pays émerger. Voilà. Si ça continue toujours de la sorte, ça serait vraiment difficile pour que les Congos puissent émerger. Voilà. Ça, je le dis. Voilà, voilà. Le cœur, souvent, quand il y a des choses qui se passent au Congo, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une alliance, ou il y a une alliance, il y a certaines structures qui font que même la justice de la République ne peut rien faire. Comment justifier tous ces exemples de gens qui ont volé l'argent de l'État, oui, que librement? voilà. Des gens qui ont volé l'argent de l'État, des gens qui ont même fui, Voilà, qui sont rentrés au Congo oui, comme citoyens libres. voilà, Sans inquiétude. voilà. Il y a un problème, il y a un véritable problème. Il faut que des penseurs congolais se mettent sur place pour réfléchir sur des réformes en profondeur du système politique congolais. Il y a une gestion, quelqu'un qui a pris l'argent du peuple congolais, il est parti, il s'est tapé des villas et tout là, oui. Et il rentre librement, oui. Sans inquiétude. Il n'a jamais été inquiété, ou elle n'a jamais été inquiétée. Mais vous parlez de ceux-là qui ont fui et qui sont lancés. Mais celui qui est là au Congo, Kabila, le plus grand voleur du Congo, si on peut dire ainsi, cet homme, pourquoi on ne le touche pas? Pourquoi on ne le touche pas tout simplement parce que il y a ces arrangements, ces accords que les politiques de la République démocratique du Congo ont fait. Ils ont mis sur pied des structures qui font que même qui font que Kabila ne sera jamais inquiété par la justice congolaise, ouais. internationale. Non, c'est parce que il a fait couler ça dans la Constitution. Avant de partir, il y a des articles. Il y a des articles dans la Constitution qu'on ne peut pas juger le président de la République. Même Félix, là où il est, oui. Si il n'est plus président, on ne va pas le toucher. On ne va pas le toucher. Donc il a intérêt à ne pas ouvrir cette brèche-là, d'attaquer son prédécesseur, parce que lui aussi ne veut pas que le jour où il va partir, qu'on puisse le pourchasser lui aussi. Hein? C'est cela. Oui. Oui. Donc c'est le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Parce que normalement, c'est-à-dire, on enlevait ça. Oui. Cette immunité. Ouais. Ça signifie que lui aussi peut être poursuivi demain. Bien sûr. Oh. C'est qu'il a intérêt à ne pas lever ces immunités-là de Kabila aujourd'hui. Alors que Kabila a volé des fortunes des Congolais. On lui donne de l'argent. Les députés se sont réunis pour lui donner de l'argent. De l'argent, comme on dit, il y a Ophélie. Il y a Ophélie. C'est le dollar le mois. Ouais.
Une affaire de 790 000 dollars le mois. Le mois. Seule personne. Après vous avoir volé beaucoup d'argent et vous continuez à lui donner de l'argent. Je parlais avec un ami l'autre fois là. Oui. Il me dit, oh, ben, en fait, tu vois, des fermes agroalimentaires à Kinshasa, blablabla. Bla, bla. Je lui dis, non, stop. Oui. La totalité de ces gens-là, oui, ceux qui ont de fermes, ont géré la chose publique au Congo. C'est l'argent volé. Ouais, ils ont volé l'argent. Ouais. Et ils sont en train de blanchir cet argent. Et pour les Congolais, nous partons alors pour faire partie de ces blanchissements en achetant leurs denrées. Et ces gens vont alors s'enrichir avec notre argent, notre argent. Dieu. Voilà. Nous sommes en train de le blanchir. Tout à fait, tout à fait. Nous blanchissons leur vol, leur argent de vol. Ah. C'est un blanchissement. Oui, oui, vous avez raison. Quelqu'un me dit maintenant, Amida, elle est en train de faire des cultures, des aubergines. Non. Elle est en train de blanchir l'argent volé. Elle est en train de blanchir de l'argent volé. Faites cette analyse. Comment alors quelqu'un qui vous vole? Oui. À 1 million de lelo, ça se met foufou, à tirer la balabala, et à 1 million de somba. C'est qu'azo blanchir mbongo à moyibi. Azo blanchir mbongo à moyibi. Vous ne savez pas comprendre ça. Vous êtes participants à ce blanchissement. Mais que faire? Parce que il a l'argent, c'est lui qui peut vendre et celui qui a faim, il vient acheter. Le problème, c'est que ce n'est pas celui qui achète, c'est... Qu'est-ce qu'il faut acheter? Ou alors acheter? Parce que les structures, la situation politico-administrative et sociale de la République démocratique du Congo fait que le peuple a alors atteint un niveau de faiblesse. Tout à fait. C'est-à-dire, on est faible, on n'a rien. Oui. Alors, prendre une décision pour dire que non, moi je vais acheter là-bas parce que monsieur ou la dame a volé l'argent. A volé l'argent. Il est en train de blanchir cet argent. Oh, tout à fait. Ça serait une très bonne chose. Ou même s'il a une compagnie, vous boycottez la compagnie, personne ne va acheter là-bas chez lui parce que vous savez que c'est un voleur de la République. Bien sûr. Oh, ça c'est une grande idée là que vous avez lancée dans cette émission. C'est bien. Ces gens se tapent des maisons. Ouais. Acheter une maison maintenant à Kinshasa, dans des zones urbaines comme ça dit Bandal, Lingwala et tout là. Oui. Ça vous coûte maintenant des yeux de la tête. Bien sûr. 500 000 à 700 000 à 800 000 une parcelle dans la zone de Lingwala. Oui, oui, oui. Comme Lingwala. Ouais. Tout ça, c'est parce que s'il y a certaines personnes qui ont volé l'argent de l'État, qui vont alors blanchir cet argent en achetant de maisons. Tout à fait. En achetant de maisons. Voilà. Alingeti est en train de chercher par de voies et moyens de faire quelque chose, mais il a ses mains liées. Il a les mains liées. Les gens continuent toujours à voler, et puis certains sont peut-être un peu déférés devant la justice, mais d'autres continuent à voler sans être inquiétés. Ils vont toujours continuer à voler. Tout à fait. Aussi longtemps que la situation reste comme elle est maintenant là. Voilà. S'il n'y a pas de réforme, on va alors souffrir. Tout à fait, tout à fait. Merci, monsieur Arthur Mambo. Nous risquons de continuer cette analyse Nous avons un temps très limité. Ce n'est pas la première fois que je vous invite. Vous serez encore invité sur ce plateau.
pour continuer à parler aux Congolais et surtout à venir avec de grandes idées que vous avez émises aujourd'hui, notamment ce besoin d'une réforme en profondeur des institutions, parce que si le pays continue à être dirigé tel qu'il est aujourd'hui, ce pays, rien ne changera. Aujourd'hui, nous voici avec un budget de 16 milliards. Avant, on était seulement avec 4 milliards. Puisque les choses sont comme d'habitude, les gens ne sentent même pas qu'on a un budget de 16 milliards aujourd'hui. Donc ça signifie que le problème, on peut avoir le budget de 100 milliards aujourd'hui, rien ne changera. Parce que les voleurs vont encore voler plus. Nous pouvons beau changer de président, nous pouvons beau dire que bon, Katumbi va devenir président demain et tout, et tout là. Avec ces structures, avec comment dirais-je la façon dont la politique congolaise est maintenant là, rien ne va changer. Félix a de bonnes idées, de très bonnes idées. Oh, très bien. On peut le constater. Mais il est buté à la structure trouvée sur place, au système qui est en train de régir la politique du Congo, un mauvais système du clientélisme, des opportunistes qui se positionnent, comme vous avez dit, il faut arrêter avec cette affaire de multipartisme, il faut arrêter le nombre de partis, donc le réduire le plus possible. Il y a des escrocs qui ont envahi le monde politique congolais et c'est eux qui viennent voler justement. Oh. C'est pas pour le peuple, c'est juste pour eux. Pour eux. Ok. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Arthur Mambo. Je vous rappelle, mes chers téléspectateurs, que je recevais sur mon plateau monsieur Arthur Mambo, intellectuel congolais. Il a dit lui-même, c'est un scientifique, c'est un éducateur. Il donne cours de mathématiques ici en Europe. Donc, c'est un monsieur que vous avez entendu aujourd'hui. Il est venu avec de grandes idées. Il vous propose que vraiment, ce que nous devons faire au Congo, c'est de faire des réformes, alors des réformes en profondeur pour changer le système politique congolais. Parce que si on le garde, même si on change de président, il vient de le dire, même si on augmente le budget, il vient de le dire, le Congo ne changera pas parce que c'est un mauvais système qui encourage le vol, qui encourage les opportunistes pour venir détruire notre pays. En tout, oui. Vous avez un petit mot de la fin, certainement. Un message, un dernier mot de la fin. Oui, c'est-à-dire tout simplement dire bien de bonnes choses pour l'an 2023. Voilà. Malheureusement, le nombre 23 là sonne toujours très mal parce que bon, c'est M23 là même. Oh vous voyez ça comme ça. Mais l'an 2023 serait quand même une bonne année à tous nos frères et sœurs et enfants au niveau de la République et aussi au niveau de la diaspora. Bien de bonnes choses à tout le monde. Alors, merci beaucoup, monsieur. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, merci beaucoup. Et ce n'est pas la dernière fois. Nous allons encore vous inviter sur ce plateau pour parler de notre pays. En tout cas, merci Arthur Mambo d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous retrouvons la prochaine fois. Merci bien. Ok, bye bye. Bye bye. Oiza d'Ivoire, Afromba, Taiga Beach, Yoka. Naliki Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody. Naliki Canal Télé, Naliki Canal Télé, Brody. Naliki Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody.